Au XIXe siècle, en 1881, un jeune homme nommé Milton Hershey, né dans un petit village en Pennsylvanie, décida de retourner dans sa ville natale après que ses 2 premières tentatives d'ouvrir sa propre confiserie se soient soldées par un échec total, laissant sa famille sans ressources. Il s'adressa consciencieusement à ses oncles pour demander un nouveau prêt afin de lancer une nouvelle idée d'entreprise, espérant tout recommencer à zéro. Cependant, sa demande fut rejetée par ses proches, qui lui dirent qu'il n'y avait pas de place pour lui, se moquèrent de lui et le chassèrent de la maison. À cette époque, lorsque le chocolat était considéré comme un luxe réservé aux riches et aux privilégiés de la société, ce jeune homme se retrouva sans un sou, sans soutien et sans aucune chance directe de succès. Contre toute attente, avec une détermination ferme, il quitta le domicile familial et précisément à ce moment-là, sur le seuil d'une nouvelle vie, il entreprit de construire son empire. Grâce à ses efforts et à son esprit d'entreprise, il parvint à fonder la plus grande compagnie de chocolat au monde, rendant ce délice accessible au grand public. Ainsi naquit l'histoire de comment une seule personne, dotée de charisme et de persévérance, devint la figure emblématique toute une industrie du chocolat, modifiant la perception de cette douceur pour de nombreuses décennies à venir. Milton Hershey vit le jour le 13 septembre 1857 dans un petit village de la région de Derry, situé dans l'État de Pennsylvanie. Ses parents, Henry et Fanny Hershey, appartenaient à de pauvres familles d'agriculteurs qui vivaient constamment dans la lutte pour leur survie, leurs revenus étant généralement limités au prix du travail et à des moyens restreints. Leur principale source de subsistance était une ferme qui rapportait insuffisamment pour une vie digne, et souvent, toute la famille vivait littéralement d'une récolte à l'autre. La principale difficulté rencontrée par Henry était ses entreprises infructueuses. Ses tentatives dans l'agriculture et divers autres domaines échouaient régulièrement, ce qui conduisit la famille à vivre dans une pauvreté extrême. Lorsqu'il n'avait que 2 ans, son père, cherchant à changer le destin de la famille, décida de vendre la ferme et de partir à la recherche de richesses liées à la ruée vers le pétrole qui venait de s'ouvrir en Pennsylvanie. À l'époque, le pétrole devint une ressource essentielle, rapidement indispensable à la vie des gens à travers le pays, et ceux qui en découvraient devenaient instantanément riches. Henry, incapable de maîtriser sa cupidité, dépensait sans retenue tout l'argent qu'il avait accumulé, et pendant 2 ans, il chercha du pétrole, forant et excavant des puits, mais il finit par ne plus rien avoir. Rejetant tout espoir de succès, sa famille se retrouva dans une pauvreté extrême. Parallèlement, à ce moment-là, l'épouse de Henry, Fanny, déjà enceinte de son second enfant, dut faire face à de rudes épreuves. Ses 2 frères, apprenant la situation, entreprirent un long voyage depuis un autre État pour rendre visite à leur sœur et à leur petit-neveu. Ce qu'ils y virent fut un véritable choc. Lors de leur arrivée, il s'avéra que leur sœur Fanny semblait très faible et malade, et son fils de 4 ans, Milton, avait faim, car il n'avait pas été nourri convenablement depuis plusieurs jours. Pendant ce temps, Fanny elle-même et le garçon étaient au bord de l'épuisement total, se battant contre une maladie qui menaçait leur vie. Les frères parlèrent avec Henry, lui offrant leur soutien et leur aide. S'il acceptait un compromis et se détournait de son projet de puits de pétrole, il pourrait sauver la famille de la ruine totale. Ne voulant pas accepter la défaite, Henry finit par accepter, et la famille déménagea à Lancaster. Là, ses frères leur fournissaient une ferme où la famille pourrait vivre et gérer une exploitation. Sur ce nouveau lieu, Milton et sa mère aidaient à nourrir les oiseaux, élevaient des poulets et vendaient des œufs, tandis que le père s'occupait de planter des arbres et d'expérimenter avec des digues. Tout cela pour assurer la nourriture de la famille et trouver un espoir dans ces conditions difficiles. Cependant, il était difficile de rester calme en voyant les relations entre ses parents s'aggraver peu à peu. Il semblait que le conflit et la méfiance commençaient à détruire leur unité familiale. La situation devint encore pire lorsque Henry disparut soudainement. Il partit pour une nouvelle aventure entrepreneuriale, laissant la famille dans un isolement complet. Pendant les mois d'hiver, particulièrement austères et froids, la question du chauffage et de la chaleur dans leur ferme devenait encore plus critique. C'est à cette époque, lorsque le gel intense commença à tout figer autour, que la petite sœur de Milton, Serena, âgée de 4 ans, tomba gravement malade d'une forte grippe,
au point qu'il fallut faire appel à des spécialistes médicaux et vétérinaires. Leur mère faisait tout son possible pour sauver ses enfants, cherchant à tout faire pour leur rétablissement. Mais l'état de Serena se dégradait chaque jour. Finalement, la fillette développa une fièvre dangereuse. Une éruption rouge due à la scarlatine devint une menace pour sa vie. À cette époque, ces maladies emportaient des milliers de jeunes vies, et malheureusement, cette maladie fut fatale pour la sœur de Milton. À seulement 4 ans, Serena Hershey mourut, laissant sa famille dans un silence de plomb et une profonde tristesse. Ce drame marqua un tournant dans la vie du futur entrepreneur, car c'est après cela, à l'âge de 10 ans, qu'il décida que pour assurer un avenir meilleur non seulement pour lui, mais aussi pour sa mère, il lutterait pour son bien-être à tout prix. À ce moment-là, il prit une décision ferme, de tout faire pour que sa vie s'améliore, pour que le monde devienne un peu plus bon et juste. Peu de temps après, réalisant que l'éducation et la connaissance étaient des outils essentiels pour atteindre son objectif, il abandonna l'école et partit à la recherche de son avenir par ses propres moyens. À 14 ans, en mûrissant, Milton trouva son premier emploi. Il devint apprenti chez un imprimeur local nommé San Ernst, qui éditait l'un des journaux allemands. C'est à cette période que commença son long et difficile parcours vers l'indépendance et la réussite. Milton, en tant qu'homme toujours avide de nouvelles connaissances et de créations originales, fut confronté dans sa jeunesse à une série de difficultés et d'épreuves qui, en fin de compte, l'aidèrent à devenir celui qu'il était. Bien qu'il travaillât dans une petite entreprise de presse, son attitude envers cette activité n'était pas du tout positive. Tout le processus lui paraissait ennuyeux, monotone et totalement dépourvu d'inspiration. Il considérait son travail davantage comme une nécessité que comme une passion ou une vocation. Souvent, lorsqu'il se trouvait dans cette imprimerie, il devait subir des reproches véhéments de la part du propriétaire, une personne au caractère prononcé et difficile, facilement irritable. Cet homme aimait faire des scènes et brailler, et ses accès de colère parfois justifiés rendaient le travail encore plus désagréable pour Milton. Le temps passait, et la situation se compliquait, du fait que le père de Milton, un homme aux vues strictes sur la vie et aux idées établies sur ce que son fils devait faire, avait signé un contrat de 5 ans avec l'entreprise. Cela signifiait que le garçon était lié par des engagements et ne pouvait pas simplement quitter son emploi, même s'il sentait au fond de lui qu'il n'exploitait pas son potentiel. Après plusieurs mois de routine et de mécontentement, Milton atteignit un point où il ne voyait plus aucun sens à continuer. Alors, prenant une décision risquée, il jeta délibérément son chapeau dans l'une des presses, ce qui provoqua une panne. Ce geste fut un signal évident de son mécontentement et de sa volonté de changement. À sa grande surprise, cela entraîna son licenciement. Son supérieur, confronté pour la première fois à une telle expression de protestation, ne résista pas et licencia le garçon. Cependant, Kérous n'était pas aussi sévère. La mère de Milton, voyant dans le geste de son fils de l'enthousiasme et la volonté de changer, le soutint pleinement. Elle comprenait que travailler dans l'imprimerie n'était pas fait pour son fils, et qu'en réalité, ce métier lui était étranger. En travaillant dans ce secteur, il ne pouvait pas révéler son potentiel, car cette activité lui avait été imposée par son père et ne convenait en rien à sa personnalité, ni à ses passions. Le soutien de sa mère fut très important. Avec sa sœur Maddie, elle décida de l'aider à changer de profession et à entrer dans un domaine plus prometteur. Elles négocièrent avec le propriétaire d'une fabrique de confiserie à Lancaster, appartenant à M. Joseph Royer. Là, dans cet endroit chaleureux et parfumé, le garçon découvrit pour la première fois l'artisanat de la confiserie. À cette époque, les douceurs n'étaient pas faites selon des recettes strictes, mais principalement par expérimentation. Les traditions transmises de génération en génération étaient assez floues, et les recettes n'étaient souvent pas entièrement écrites ou étaient écrites de manière très illisible, afin de pouvoir les reproduire de mémoire. Cette approche posait certains problèmes d'apprentissage, et les propriétaires de magasins ne feraient souvent pas confiance à de jeunes employés avec peu d'expérience, considérant que la fabrication de produits de confiserie complexes et finement réglés était une tâche réservée aux professionnels adultes. En conséquence,
Milton passait ses premiers mois de travail principalement à faire la vaisselle, à prendre des commandes chez les clients, ainsi qu'à livrer des glaces et des douceurs aux maisons des acheteurs. Cependant, sa mère comprenait que, si lui voulait vraiment réussir dans ce métier et devenir un véritable maître, il devait acquérir une expérience pratique et apprendre à faire les confiseries les plus rentables et demandées, les bonbons. Elle insista pour que le propriétaire de la confiserie permette à son fils de s'impliquer dans le processus de fabrication et d'apprendre précisément ce qui apportait le plus de revenus. Elle lui proposa même de financer elle-même sa formation, une aide qu'il accueillit avec gratitude et tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, son mentor accepta, invoquant son désir de gagner sa vie et de développer son affaire. Milton se mit avec enthousiasme à apprendre auprès de maîtresses confiseuses expérimentées. Il comprit rapidement qu'il possédait un talent inné pour mélanger les ingrédients et commença à s'intéresser aux secrets de la création de diverses douceurs. Avec le temps, il maîtrisa non seulement la fabrication, mais aussi l'approvisionnement en matériaux nécessaires. Ainsi que la connaissance de la politique tarifaire, il apprit où et comment acheter les ingrédients à meilleur prix et combien fixer pour ses produits pour assurer un profit. En conséquence, il découvrit une grande variété de bonbons, caramel, pâte de fruits, pastilles à la menthe et beaucoup d'autres types de douceurs appréciées. Quant à son père, il restait en désaccord avec cette orientation de la vie de son fils. Il critiquait assez violemment son intérêt pour la création de douceurs, affirmant que, quote, zéro, ce qui causait souvent à Milton une résistance intérieure, mais il ne prêtait pas attention à ses paroles. Son père quitta également la famille peu de temps après, espérant trouver son bonheur loin de chez lui, en partant pour la ville de Chicago et le territoire du Colorado. Au cours des 4 années suivantes, Milton travailla assidûment dans l'atelier de M. Royer, acquérant une expérience précieuse et une confiance en ses capacités. Lorsqu'il sentit qu'il comprenait parfaitement toutes les subtilités du métier, lui et sa mère eurent l'idée d'ouvrir leur propre confiserie. Mais le problème était le financement. Leurs possibilités financières étaient limitées, et Milton ne disposait pas de suffisamment de fonds pour lancer complètement sa propre entreprise. Heureusement, ses proches, sa tante, son oncle et d'autres membres de sa famille décidèrent de l'aider. Ils lui accordèrent un prêt de 100 $, ce qui s'avéra suffisant pour organiser sa propre affaire avec leur soutien. Ainsi, un jeune homme, qui rêvait depuis de nombreuses années de créer sa propre entreprise, se prépara à faire son premier pas sérieux, ouvrir son premier atelier de pâtisserie. Il était encore très jeune, lorsqu'il eut 19 ans, mais sa passion et sa détermination firent leur œuvre. Milton Hershey, plein d'espoir et de projets, devint pour la première fois de sa vie le propriétaire de sa propre confiserie. Ce fut le début de son parcours vers le succès, qu'il pourra plus tard réaliser pleinement en créant des délices appréciées par des millions et en restant l'un des noms les plus célèbres de l'histoire de la confiserie. Malgré tous ses efforts, réussir n'était pas aussi facile qu'il paraissait à première vue. Au début des années 1820, une grande et importante événement attendait l'Amérique, la tenue de la première exposition universelle de l'histoire du pays, qui devait avoir lieu à Philadelphie. Cette ville se trouvait à seulement 70 miles, un peu plus de 100 km, de chez Milton Hershey. Parmi les nouvelles circulant dans tout le pays et au-delà, il y avait des informations selon lesquelles 37 pays différents participeraient à cet événement grandiose, et le nombre prévu de visiteurs atteignait des millions. Cette nouvelle inspira Milton, qui décida d'ouvrir sa première boutique de pâtisserie dans le quartier appelé Spring Garden à Philadelphie. Il y plaça son petit atelier et aménagea une vitrine avec un large éventail de douceurs, comprenant diverses confiseries, glaces, fruits frais et noix. Bien que de nombreux autres salons de thé et magasins de confiserie existaient déjà dans la région, c'est justement sa petite boutique qui commença à attirer l'attention grâce à son approche particulière et à sa diligence. L'une des particularités de son commerce était l'installation d'un extracteur d'air, un dispositif spécial qui, par ventilation, diffusait l'arôme de ses douceurs directement de la cave de la cuisine à l'extérieur. Grâce à cela, des millions de passants pouvaient sentir l'odeur des confiseries fraîchement faites, qui, à plusieurs mètres du magasin, leur donnaient envie d'entrer. Ainsi, grâce à des méthodes inhabituelles et à ses efforts, l'entreprise de Milton commença à se développer rapidement,
et ses efforts portèrent leurs fruits. Bientôt, il lui fallut agrandir l'espace. Sa boutique devint trop petite, et il loua un local plus grand pour accueillir le nombre croissant de clients. Cependant, au moment où tout semblait bien organisé et prometteur, le troisième quart du XIXe siècle arriva, et le pays fut frappé par une crise économique. Après la fin de l'exposition, qui devait être un grand succès et ouvrir de nouvelles opportunités, la fameuse Seconde Grande Dépression commença, une chute économique sévère qui toucha tout le pays. La demande des consommateurs pour les confiseries disparut soudainement, et les ventes de Milton chutèrent rapidement. Malgré tous ses efforts, il ne put maintenir son entreprise à flot. Une petite entreprise familiale commença à décliner. Il essayait de survivre en vendant des bonbons en gros à d'autres magasins, en espérant couvrir en quelque sorte ses coûts. Mais la situation demeurait difficile. Formellement, il continuait à travailler. Mais lorsque le prix du sucre et d'autres ingrédients a commencé à augmenter brusquement, le coût de ses produits a augmenté, tandis que le prix auquel il pouvait vendre ses douceurs restait bas. Son entreprise était dans une position critique. Les dépenses dépassaient les revenus et il commençait à manquer cruellement d'argent. Afin de ne pas laisser sa famille sans soutien, Milton a été contraint de recourir à des emprunts. Il a sollicité des crédits auprès de ses oncles et pendant les 5 années suivantes, il a travaillé sans relâche pour maintenir son affaire à flot. Il y mettait toute sa force et toute son énergie jusqu'à ce que sa santé commence à en pâtir, le rendant confiné au lit. Un jour, il reçut une lettre inquiétante de ses oncles, dans laquelle il disait qu'il ne pourrait plus l'aider financièrement. Il lui conseillait de fermer sa boutique et d'essayer de sauver au moins ce qui restait. Il n'avait que 24 ans et était confronté à un choix difficile. N'ayant plus d'options, il fut obligé de déposer le bilan, perdant ainsi non seulement son entreprise, mais aussi la foi et la confiance de sa famille. Cette crise fut un coup dur pour Milton Hersh. Sa réputation était menacée et l'illusion d'un succès facile s'était dissipée. En 1881, alors qu'il n'avait que 24 ans, son père entendit parler de la soi-disant fièvre de l'argent qui frappait Leadville, dans le Colorado. Cette ville s'enflammait d'espoir de richesse liés à l'exploitation de l'argent, et le père décida d'écrire à son fils pour qu'il le rejoigne et partage avec lui cette chance. Milton se retrouva dans une situation où il n'avait plus rien, ni entreprise, ni espoir. Il décida qu'il n'avait rien à perdre et accepta de partir pour le Colorado. Cependant, à son arrivée, il comprit que la Quad 2 n'était qu'une belle promesse et qu'il n'y restait plus depuis longtemps aucun vrai argent. Désorienté et déçu, il décida de ne pas participer aux affaires de son père et trouva un emploi dans une boutique de confiserie locale à Denver. Là, il apprit que cette boutique se spécialisait dans la fabrication de caramels. Au lieu du paraffine, couramment utilisé à l'époque, y compris dans le caramel, les vendeurs de cette boutique préféraient utiliser des produits laitiers frais, de la vanille et du sucre. Le résultat était un caramel doux, savoureux et qui se conservait longtemps, unique en texture et en qualité. Milton en fut tellement impressionné qu'il décida de rester et de travailler dans cette boutique pendant toute une année, afin d'étudier en détail et de mémoriser toutes les nuances technologiques de la fabrication. Il travailla dur jusqu'à maîtriser tous les secrets de la future production. Lorsqu'il sentit qu'il avait acquis une confiance et une maîtrise suffisantes, il décida de quitter son emploi et d'ouvrir sa propre confiserie dans l'une des plus grandes villes du pays, New York, où la concurrence était féroce. Il retourna voir ses oncles pour obtenir un éventuel prêt, espérant obtenir leur soutien pour cette nouvelle idée, convaincu que c'était là qu'il trouverait le véritable succès. Mais, à sa grande déception, ils refusèrent, refusant à nouveau de participer à ses projets. Dans cette situation difficile, sa tante Maddie prit courageusement le relais, croyant en le talent et la persévérance de son neveu, et lui donna assez de fonds pour ouvrir sa propre confiserie. Peu de temps après, Milton partit pour New York, où il trouva rapidement un emploi dans une boutique appartenant à un célèbre vendeur de bonbons, Hyler. Là, il apprit à nouer des relations avec les fournisseurs locaux et découvrit les particularités de la ville et de ses habitants. Acquérant l'expérience nécessaire et toujours à la recherche de nouvelles opportunités, en 1884, il ouvrit sa deuxième confiserie, amorçant ainsi le chemin vers son rêve,
devenir l'un des meilleurs fabricants de douceur en Amérique. Milton commença son activité en vendant des caramels inspirés du style qui se répandait à Denver. Sa gourmandise devint rapidement populaire parmi les habitants de New York, et ses ventes commencèrent à croître progressivement. Sentant confiant et stable dans son entreprise, il décida d'élargir sa gamme et ajouta des pastilles contre la toux. Cette étape semblait logique. Les pastilles pouvaient compléter sa gamme et attirer de nouveaux clients. Cependant, du point de vue de la concurrence, cette innovation signifiait affronter une marque déjà bien établie et très appréciée à New York, Smith Brothers Cough Drops. Ces pastilles jouissaient d'une renommée méritée, et les habitants de la ville valorisaient leur qualité et leur tradition. Ainsi, lorsque Milton décida de pénétrer leur marché, il rencontra une résistance de la part de cette entreprise réputée, et leur attitude envers le nouveau concurrent n'était pas des plus amicales. Cette décision s'avéra perdante à long terme. Au cours des années suivantes, l'activité de Milton commença à perdre du terrain peu à peu. Il fut confronté à des difficultés croissantes liées à une concurrence de plus en plus acerbe et agressive. La situation financière se dégradait, les dettes s'accumulaient, et finalement, Milton dut déposer le bilan en 1886. Il est possible de dire que cette fois encore, il ne réussit pas, et ses débuts d'entrepreneur se terminèrent une fois de plus par un échec. Cependant, au fond de lui, la foi en ses capacités et le désir de réussir ne disparurent pas. Il comprit qu'il devait se concentrer et choisir une seule stratégie pour remonter au sommet qu'il convoitait tant. Sa nouvelle priorité devint la fabrication de caramels. Il a décidé qu'il ne disperserait plus ses forces et ses ressources sur de nouvelles expérimentations, l'essentiel étant que ces caramels retrouvent leur place auprès des clients. Ainsi, avec une détermination renouvelée, il s'est remis à travailler sur la création de bonbons parfaits. Si vous aimez écouter des histoires sur la façon dont la richesse et le succès se construisent, il faut porter attention à notre sponsor, la plateforme Public. Cette plateforme d'investissement aide les gens à devenir de meilleurs investisseurs. Sur Public, on peut trouver des milliers d'actions et de fonds cotés en bourse, ainsi que plus de 30 crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, Cardano, Ethereum, ainsi que de nouvelles monnaies telles que Epcoin. Il est important de souligner que ce que j'aime particulièrement chez Public, ce sont leurs plans d'élargissement de l'offre. Bientôt, il y aura des actifs plus complexes, y compris ce que l'on appelle les NFT Blue Chip. On pourra y acheter des parts dans des objets uniques comme une peinture originale de Banksy ou une paire de baskets collectibles portées par Michael Jordan lors de ses matchs. C'est vraiment remarquable, car aucune autre plateforme ne regroupe sur un seul site une si grande diversité d'investissements alternatifs. Dans la situation actuelle du marché, où la diversification est essentielle, disposer d'un portefeuille équilibré devient indispensable. En plus, Public n'est pas seulement un outil pratique pour investir, c'est aussi une communauté d'acteurs actifs qui partagent quotidiennement des idées et des analyses internes. Des millions d'investisseurs y réunissent leur savoir, y compris des experts de renom, qui aident à prendre des décisions plus éclairées et à constituer des portefeuilles intelligents. Et, pour une durée limitée, si vous vous inscrivez via mon lien et transférez des fonds depuis un autre compte de courtage, vous pouvez recevoir jusqu'à 10 000 $ en fonction du montant du transfert. Les conditions détaillées de cette promotion sont accessibles en cliquant sur le lien dans la description. Revenons à l'histoire de Milton. Il faut dire qu'il n'a pas été facile de surmonter la situation à Lancaster. Après avoir échoué à réussir à New York, il a quand même osé rentrer chez lui. Pendant plusieurs semaines, il a rassemblé son courage et a de nouveau sollicité son oncle, lui demandant un prêt, un autre crédit. Lors de leur conversation, il a parlé de sa nouvelle recette de caramel et a souligné qu'il avait désormais une chance, car il pourrait acheter ses ingrédients directement chez lui, sur place, à l'atelier. Mais ses oncles avaient depuis longtemps perdu patience avec lui. Ils lui ont dit que Milton n'était pas différent de son père et qu'il était devenu, quote, « trois de la famille ». Après cela, sans domicile ni soutien, Milton s'est retrouvé dans une situation particulièrement difficile. Il n'avait pas d'autre choix. Il a alors contacté son ancien comptable, William Lepkicker, qui lui a prêté suffisamment d'argent pour qu'il puisse se relever et continuer son travail.
En utilisant le reste de ses stocks de matières premières de sa boutique de New York, Milton a recommencé à produire des caramels. Il a commencé à les vendre en se plaçant dans les rues de Lancaster, tenant un panier à la main. Dans son métier, il utilisait du lait frais et toutes les nouvelles compétences acquises au fil des années d'expérience. En perfectionnant ses recettes, Milton créa un caramel qui attira rapidement l'attention des acheteurs. Le goût et la qualité de ses bonbons devinrent reconnaissables et très demandés. Avec le temps, sa persévérance et son talent portèrent leurs fruits. Finalement, il fonda une nouvelle entreprise, qui acquit rapidement sa propre réputation sur le marché local. Lorsque Milton Harrison se lança dans la fabrication de caramels, sa petite affaire en était encore à ses débuts. Pendant cette période, alors que ses ventes commençaient à augmenter progressivement, il fut contraint de réinvestir tous ses revenus dans le développement de son activité. Au début, il loua une petite charrette où il vendait des bonbons dans la rue, ce qui lui permit d'élargir sa clientèle et de tester la demande. Peu à peu, Milton exploita de nouvelles opportunités, et ses efforts aboutirent à la location d'un petit local de production de caramels, qui commença alors à attirer l'attention des clients. En même temps, sa tante Maddie, qui aurait pu devenir une alliée fiable, refusa de lui prêter encore une fois, estimant que son projet était trop risqué. Cependant, après un certain temps, lorsque grâce à ses succès remarquables et à ses modestes réalisations, Milton démontra un progrès sérieux, sa tante Maddie changea d'avis. Elle vit que ses efforts n'étaient pas vains et décida de l'aider dans un moment difficile en lui prêtant encore 700 $. Cette fois, il devait rembourser cette somme en 70 jours, ce qui représenta un test important pour lui. Le temps passa et l'affaire de Harrison avançait, mais d'après les résultats actuels, sa petite entreprise semblait clairement en retard par rapport aux objectifs pour rembourser sa dette. Il commença à douter de ses capacités et à réfléchir à la suite. À ce moment-là, le destin intervint dans ses affaires. Un importateur britannique, tombé par hasard sur le caramel de Milton, fut très impressionné par sa saveur et son parfum unique. Apprenant que la durée de conservation de cette douceur pouvait atteindre 1 mois, il décida immédiatement de passer une grosse commande. De plus, il promit de payer Harrison à condition que le caramel arrive intact à Londres. Cependant, un problème surgit. Milton n'avait pas assez de fonds pour produire et expédier la commande. Le défi auquel il dut faire face était très sérieux. Il se rendit à la banque pour demander un crédit, malgré sa dette déjà présente de 700 $. À la première étape, un employé de la banque refusa d'approuver sa demande, jugeant le risque trop élevé. Mais, en voyant la petite charrette où il transportait ses produits et en évaluant le dévouement et la persévérance du jeune entrepreneur, il fut impressionné de constater qu'on pouvait créer un caramel aussi délicieux à partir de si modestes moyens. Il ne s'attendait pas à ce que son crédit soit accordé, mais le fonctionnaire signa personnellement la demande et approuva le prêt, ce qui permit à Milton de réaliser avec succès une grande commande. Après cela, il organisa une équipe composée de plusieurs assistants pour l'aider à achever la production et à préparer le caramel pour l'expédition. Dès la semaine suivante, lorsque les produits furent envoyés, Harry C. attendit une réponse, et sa confiance grandit, bien qu'il fût préoccupé par l'absence de nouvelles récentes. Les jours passèrent, et pendant ce temps, il fut hanté par l'idée que, si l'importateur britannique ne donnait pas de nouvelles de la réception des caramels, son entreprise pourrait définitivement faire faillite. Peu de temps après, quelques jours avant l'échéance du remboursement du prêt, une lettre arriva à son adresse, contenant un chèque de 500 livres sterling, environ 65 000 $ modernes. Ce fut un événement si important qu'il bouleversa littéralement Harry C. La situation financière s'améliora radicalement, et il put enfin rembourser complètement ses dettes. Ses inquiétudes s'envolèrent, et son entreprise commença à croître rapidement. Les ventes de ses caramels emblématiques, connus sous la marque Quote 4, augmentèrent considérablement. À l'époque, la majorité de ses ventes provenaient d'Europe, mais avec le temps, Milton commença à étendre sa présence aux États-Unis. Au début des années 1900, son entreprise atteignit une envergure impressionnante. Plusieurs usines employant des milliers de travailleurs, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant le $1 million. Milton devint l'un des entrepreneurs les plus riches et respectés de Lancaster. Sous la direction d'une équipe solide,
l'entreprise continua à croître et à se développer, prenant en charge la production. Dans les années 30 du XXe siècle, il avait environ 30 ans et disposait de plus de temps libre. Cependant, après un certain temps, il ressentit une insatisfaction et un désir de nouveaux accomplissements. Un jour, il décida de visiter une exposition, l'exposition colombienne de Chicago, afin de découvrir les inventions les plus modernes de l'époque. Ce voyage se révéla décisif. Sans qu'il le voie, c'est à ce moment-là, lors de l'inspection de l'exposition, que Arizet fut témoin d'une découverte qui changerait à jamais sa vie. Plusieurs années auparavant, lorsque le chocolat était encore considéré comme un délice exceptionnel, accessible à une minorité privilégiée, Maillon Lehmann avait présenté un équipement unique pour la fabrication du chocolat, importé d'Allemagne. À une époque où le chocolat était considéré comme un produit de luxe, coûteux mais accessible à une large majorité, Lehmann, lors d'une démonstration spectaculaire, avait convaincu le monde entier que la puissance de la production de masse pouvait considérablement réduire le prix de ce précieux produit. Cette idée révélait ouvertement le potentiel du chocolat et, en sentant un intérêt naissant, Jerry Hershey proposa d'acheter tout l'équipement de Lehmann, ce qui représentait déjà une avancée considérable pour le développement de l'industrie chocolatière. Lehmann accepta sans hésiter, voyant dans cette opportunité un moyen de succès et d'expansion pour ses activités. De retour en ville de Lancaster, Hershey s'est immédiatement lancé dans des expériences de fabrication de différentes sortes de douceurs en chocolat, tels que le chocolat sucré, le chocolat de cuisson et autres produits à base de cacao. Rapidement, il a créé sa propre entreprise, la Hershey Chocolate Company, qui à l'époque est devenue une filiale de son activité plus ancienne de fabrication de caramel. Il utilisait sa vieille formule, basée sur l'utilisation de lait frais, comme il le faisait pour ses caramelines. Son idée a rapidement porté ses fruits, et les gens ont adoré ses produits en chocolat en raison de leur goût doux, agréable et de leur qualité constamment élevée. Au cours des années suivantes, Hershey n'est pas resté les bras croisés. Il a constamment élargi son catalogue, en ajoutant de nouveaux produits sucrés variés. En fin de compte, la gamme de sa société comptait plus de 100 types de confiseries différentes, lui permettant d'offrir au marché un large choix et de satisfaire des goûts très variés. Cependant, avec le temps, Hershey a remarqué une tendance importante. Les ventes de chocolat commençaient lentement, mais sûrement, à se diffuser à travers toute l'Europe. La baisse des ventes de caramel commençait à affecter sa part de marché, et il comprenait de plus en plus clairement que la popularité de ses produits caramelines atteignait son sommet et n'augmentait plus aussi rapidement qu'auparavant. Le moment était venu où le caramel cessait d'être la principale force motrice de son affaire et pouvait disparaître du marché avec le temps, laissant place à quelque chose de nouveau et plus rentable. À ce moment-là, il prit une décision fatale, considérée comme l'une des plus risquées de sa vie. Il décida de vendre son entreprise de caramel et de se concentrer entièrement sur le chocolat. En 1912, Hershey vendit son entreprise de caramel à son principal concurrent pour une somme équivalente à environ 1 million de dollars d'aujourd'hui. Immédiatement après, il donna l'ordre de construire une immense usine équipée des technologies modernes, spécifiquement pour cette nouvelle entreprise entièrement consacrée à la fabrication de chocolat. La construction de cette grande usine avançait à grands pas, et en même temps, Hershey confia à ses collaborateurs les plus fidèles la tâche de s'assurer qu'ils partent travailler dans les entreprises de ses concurrents à l'étranger. Il comprenait qu'à cette époque, aucune société américaine ne disposait de la capacité de produire en masse du chocolat au lait. Tous croyaient que seuls les Suisses avaient atteint une certaine maîtrise de ce processus et réussi à en conserver le secret. Par conséquent, la majorité de ses employés devaient partir à l'étranger pour apprendre les techniques et le procédé. Et bien que la plupart d'entre eux soient revenus les mains vides, Hershey avait d'autres défis importants à relever. Au début du XXe siècle, la corruption politique à Lancaster s'intensifiait, et Mylon Hershey prit une décision difficile mais cruciale: quitter sa ville natale pour y créer quelque chose de nouveau. Il a acheté plus de 250 acres de terre vierge dans la région de Derry Church et a commencé à y construire toute une nouvelle ville. Cette nouvelle ville n'était pas seulement destinée à lui-même, mais aussi à ses ouvriers, qu'il voulait assurer avec des conditions de vie modernes. Au cours de la construction de son usine à 6 lignes de production, à la fin de l'année 1903,
ils ne savaient toujours pas comment produire en masse du chocolat au lait. Toutes leurs tentatives pour étudier la technologie se soldaient jusqu'à présent par des échecs. Soudain, pour Mylon Hershey, la réponse était littéralement à portée de main, à seulement quelques pas. Il ne l'aurait même pas suspecté. À Lancaster, il embaucha l'un d'anciens employés de sa société de fabrication de caramel. Cette personne, Johnny Schmalbach, la première fois qu'on lui confia un travail, réussit à trouver un moyen de chauffer et de concentrer le lait de manière à ce qu'il ne brûle pas, créant ainsi un chocolat au lait doux et agréable au goût. Sa recette permettait d'obtenir un chocolat avec une saveur fine, légèrement acidulée et une douceur en bouche. De plus, l'utilisation de lait concentré au lieu de poudre permettait de conserver le chocolat pendant 1 mois ou plus, tout en restant frais et non périssable, ce qui rendait sa production en masse possible et par conséquent de réduire les coûts. Johnny ne soupçonnait même pas qu'il était celui qui avait créé cette formule, celle sur laquelle toute la puissance de production de Hershey serait basée. Et depuis que, en 1900, il avait commencé à vendre ses légendaires barres de chocolat, Hershey avait enfin pu les produire en masse au prix de 500, ce qui les rendait accessibles à presque tout le monde, et elles commençaient à apparaître dans les magasins à travers le pays. À la fin de la décennie 1910, les ventes de chocolat Hershey dépassaient 1,5 million de dollars, ce qui représentait alors une somme colossale. Au cours des 2 années suivantes, il présenta au public 2 nouveaux produits qui, avec le temps, devinrent de véritables symboles de la marque: les bonbons au chocolat Hershey Kiss et les barres de chocolat aux amandes. Ces 2 produits, avec la première barre de chocolat, aidèrent son entreprise à atteindre de nouveaux sommets, encore plus impressionnants que ce que ses rêves les plus ambitieux auraient pu prévoir. Grâce à cela, sa fabrique augmenta rapidement de taille, devenant la plus grande du monde. Cependant, avec la croissance de la production et de la popularité, la ville de Hershey elle-même se développa également. Elle devint une ville moderne, avec l'éclairage électrique dans les maisons, des écoles, des hôpitaux, des églises, des parcs d'attractions et de nombreux autres lieux de loisirs, incluant un zoo et des théâtres en plein air. Comme Mylon et sa femme n'avaient pas d'enfants, ils décidèrent de laisser en héritage une autre œuvre importante. En 1909, fut fondée la saugenante Hershey Industrial School, destinée à éduquer les orphelins pauvres, garçons âgés de 4 à 18 ans. Ce projet social est devenu une part de leur patrimoine, visant à aider les personnes dans le besoin et à développer les générations futures. Et leur vie elle-même est devenue un exemple éclatant de comment une idée, de l'esprit d'entreprise et du souci des autres peuvent unir leurs forces pour atteindre des objectifs réellement grands. Plus tard, Milton a transféré la majeure partie de ses actifs et le contrôle de l'entreprise à l'établissement d'enseignement, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Milton Hershey School. Cet établissement est devenu l'une des écoles privées les plus riches des États-Unis, puisque sa part dans les actions de Hershey représente pas moins de 40%, lui assurant ainsi une réserve financière importante et une influence considérable. Grâce à cela, l'école a acquis le statut non seulement d'institution éducative prestigieuse, mais aussi d'un véritable géant économique dans le secteur privé. Cependant, malgré ses succès dans les affaires et la prospérité de l'entreprise, la vie personnelle de Milton Hershey a commencé à se compliquer. Sa femme, Kitty, souffrait d'une santé déclinante, et durant cette période difficile pour la famille, elle affronta de sérieux problèmes de santé. Peu après que son entreprise de fabrication de confiserie eut connu un développement rapide et généré des profits croissants, des pertes survinrent dans sa vie. Il survécut à la perte de son père et de sa tante Maddie. Ses proches lui furent enlevés peu avant qu'il ne commence à connaître ses premiers grands succès. Malgré sa richesse et la disponibilité des meilleurs médecins de l'époque, il ne put sauver son épouse. En 1915, en raison d'une pneumonie grave, Kitty mourut. Après son décès, Milton ne put rester chez lui et continua à travailler sans relâche pour oublier la douleur de la perte. Avec le temps, il prit une décision. Il lui fallait du repos et du renouveau. C'est pourquoi il partit pour Cuba, une île lointaine. Là, sur ces îles tropicales, il ressentit immédiatement une affection particulière pour les habitants et les communautés locaux, qui vivaient en harmonie avec la nature et leurs traditions. Plus tard, en découvrant les conditions locales,
il apprit que le pays était riche en réserves de sucre. C'est à Cuba qu'il envisagea pour la première fois un nouveau projet: construire là-bas une usine de sucre, puis, à terme, une ville et une communauté, semblable à celle qu'il avait créée à Dairy Church. Cela devint son nouvel objectif. Suivant cette idée, Milton Hershey bâtit à Cuba la usine de production de sucre la plus moderne et innovante de l'époque. Il y joignit des habitations modernes, des écoles et des établissements médicaux pour accueillir les nouveaux travailleurs venus sur cette terre pour travailler dans son usine. Grâce à cette innovation, il pouvait à la fois produire du lait frais, qu'il venait de Dairy Church, et exporter son propre sucre à un prix avantageux. Ainsi, son projet devint non seulement une entreprise autonome, mais aussi un exemple d'infrastructure organisée de manière durable. Lorsqu'en 1914 la Première Guerre mondiale éclata, la situation du marché du sucre changea radicalement. Celui-ci devint un produit rare et très coûteux. Dans un contexte de crise mondiale, de nombreuses entreprises peinaient à respirer, tentant de préserver leur position et de ne pas perdre leur marché. En même temps, grâce à son acharnement et à sa capacité à gérer efficacement ses ressources, Milton Hershey a réussi non seulement à survivre en pleine guerre, mais aussi à en tirer profit. Il a conclu un contrat avec l'armée américaine pour la fourniture de vastes quantités de cacao et de barres chocolatées destinées aux soldats. Cela lui a permis d'élargir la portée de sa marque et de renforcer sa position sur la scène internationale. À la fin de la guerre, le volume des ventes de Hershey atteignait une somme impressionnante, plus de 20 millions de dollars par an, ce qui en faisait l'un des principaux fabricants de chocolat et de confiserie. Cependant, la vie de Milton et cette période difficile furent également marquées par une autre tragédie. Sa mère proche et aimante, Fanny, s'éteignit en 1920. Son départ représenta une lourde épreuve pour Hershey, déjà confronté à de nombreuses difficultés et à une forte concurrence dans un marché rigoureux. Il vit d'autres entreprises conquérir rapidement leur part de marché, en investissant massivement dans la publicité et la promotion de leur marque. Alors que ses concurrents atteignaient des sommets, il se concentra sur la vente d'un nombre limité de produits demandés, consolidant ainsi ses positions. Pourtant, ses efforts ne furent pas vains. Ses ventes ne cessaient de croître, et à la fin des années 1910, leur montant atteignit une somme remarquable, 41 millions de dollars. Pendant ces années, Milton continua de diriger l'entreprise malgré les difficultés croissantes, et avant de prendre sa retraite bien méritée, il laissa ses fonctions de président-directeur général lors de l'anniversaire de ses 87 ans. Cela se produisit en 1944, lorsque, succombant à une pneumonie dans l'État de la Pennsylvanie, il quitta la vie. Il mourut dans sa ville natale, Hershey, qui portait son nom. C'est là qu'il avait créé son empire. Après sa mort, la société continua de se développer de manière stable, élargissant ses horizons et renforçant ses positions sur le marché mondial. Aujourd'hui, après de nombreuses années, Hershey demeure l'un des plus grands producteurs de chocolat au monde. Sa capitalisation dépasse 44 milliards de dollars, témoignant de la solidité de l'entreprise et du succès qu'elle a réussi à atteindre grâce à la persévérance, à la détermination et à la capacité à voir l'avenir dans des conditions très diverses. Ainsi s'achève l'histoire remarquable de Milton Hershey, une personne qui, par ses efforts, a créé non seulement un empire économique majeur, mais aussi apporté une contribution significative au développement de l'industrie, de la sphère sociale et du bien-être de milliers de personnes.